les hauts fonctionnaires et le pouvoir politique sont des complices pour s'enrichir, sur le dos des Sénégalais, etc. Et quand il y a des hauts fonctionnaires qui prennent la responsabilité pour dire non, ça ne va pas, pour moi, tout le monde devait applaudir parce qu'ils auraient pu tranquillement se satisfaire de leur situation. Nous, quand le prix du riz est cher ou de l'huile, moi, je ne le sens pas, c'est pas mon problème. Ce que j'ai gagné dans ma vie, c'était pas mon problème. Donc, si on fait fi de tout ça, d'une situation, d'une aisance, des propositions qu'on nous faisait de haute responsabilité dans l'administration ou même auprès du pouvoir, on aurait pu faire cette option-là. Donc si on se bat, c'est pour le peuple qui souffre, c'est pas pour nous. Moi, je n'ai pas de problème, je rends grâce à Dieu. Et je considère donc que l'avoir fait aussi, c'est bien parce que, je le dis humblement, mais je considère que ce n'est que le début d'un processus. Vous avez vu les derniers développements où des magistrats et même des ministres disent non, je ne ferai pas. Parce qu'avant, personne n'osait le penser. Je pense que nous pouvons dire modestement que parce qu'il y a eu un précédent où des fonctionnaires ont dit non, on ne veut plus de ce système, on ne veut plus que ça marche comme ça, que des gens, de plus en plus, et je peux vous assurer que c'est des centaines, voire des milliers dans la haute fonction publique, qui refusent, qui ne veulent pas que ça marche comme ça, qui refusent les entorses qu'on leur fait faire tous les jours, les choses qu'on veut leur faire signer, alors que c'est pas conforme à la loi ou à l'intérêt du pays. Et c'est cette dynamique qu'il faut encourager. Et je crois que c'est les populations elles-mêmes qui doivent faire barrière, qui doivent être les premiers boucliers pour comprendre que ça, c'est dans leur intérêt à elles d'abord. Parce que si personne ne parle plus, si c'est la loi de l'omerta, les gens vont continuer à faire ce qu'ils font. Ils vont continuer à s'enrichir de manière scandaleuse sur le dos des Sénégalais, à compromettre l'intérêt national au profit de multinationales étrangères. Et pendant ce temps, nous avons un taux de pauvreté extraordinaire. Nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Nous avons un système éducatif qui est par terre. On a un problème de santé publique. Même pas une machine de thérapie au Sénégal, de radiothérapie. Alors qu'en 87, nous avons été le premier pays à avoir en Afrique de l'Est une machine. La Mauritanie en a 7 maintenant. On n'en a même pas une. Même les petites machines de DRM sont en panne. Pendant ce temps, c'est des milliards qui sont compromis tous les jours par le gouvernement de Macky Sall. Et c'est quand il y a des gens qui soulèvent ces questions-là, moi je pense que les gens, les Sénégalais doivent arrêter certains discours, ne pas voir dans chaque action un plan politique. Et si c'est ce qui est retenu de nous dans le combat que nous menons, je considère que c'est bien, parce que c'est comme ça que nous avions envisagé, nous, notre action politique quand on se lançait. On n'a jamais conçu la politique comme une sinécure, comme un moyen de parvenir ou de s'enrichir. On était déjà ce que nous étions avant d'aller en politique. Je rappelle que vous suivez votre édition Interface aujourd'hui avec notre invité Ousmane Sonko du PASTEF Les Patriotes. Aujourd'hui, vous travaillez justement en vue des élections législatives qui sont prévues le 30 juillet prochain. Avec qui Ousmane Sonko et le PASTEF ira-t-il pour, en tout cas, inviter les Sénégalais à choisir, justement à choisir cette liste-là pour un changement radical, une façon nouvelle de faire de la politique, c'est-à-dire la nouvelle façon dont vous incarnez, vous, jeunesse, justement, dans ce champ politique? Mais écoutez, la première chose, c'est que je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire que tous les partis se retrouvent dans des coalitions. Au Sénégal, c'est comme si c'était systématique. Tout le monde vous dit, vous serez avec qui? Et c'est un des problèmes de notre système politique. Les gens, beaucoup de gens, énormément, et la majorité d'ailleurs, des partis politiques, créent des partis, non pas pour concevoir une identité, un discours, un programme et aller vers les Sénégalais, mais c'est un moyen d'embuscade, comme je l'appelle, d'attendre l'approche des élections pour aller voir avec qui je négocie. Et c'est pourquoi certaines fois vous entendez, oui, telle coalition, il y a plus de 100 partis politiques. Mais si vous leur dites, citez-en moi 10, vous risquez de ne pas connaître les 90 autres. Nous considérons que ça, c'est un des problèmes de notre système politique. La deuxième chose, c'est que nous considérons qu'il y a des choses qu'il faut arrêter dans ce pays. On ne peut pas être dans un éternel recommencement. Les Sénégalais élisent mal. On dit même que les Sénégalais n'élisent pas, ils défendent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était là, qui accumulait ses erreurs. Les Sénégalais ne sont pas contents, il faut l'enlever. Ce qu'ils disent, Nadem, il faut qu'on l'enlève. C'est ça
qui se passe au Sénégal. Mais actuellement, on n'a pas jusqu'à présent élu au Sénégal. Il faut qu'on passe à l'élection maintenant. L'élection, c'est choisir. Choisir, c'est savoir sur quelle base vous choisissez. Quel est le programme? Quelles sont les idées? Quel est le degré de patriotisme? Quel est le degré de probité et d'intégrité? Ainsi de suite. Tous ces éléments que vous voyez dans les grandes démocraties. Un candidat en France, un candidat aux États-Unis ou en Italie, mais sa vie est passée au crible. On regarde tout. S'il y a une moindre faille, les gens disent non, non. Mais ici, c'est tel me plaît, tel est venu m'apporter quelque chose, tel était venu quand j'ai perdu mon ceci ou cela. Et c'est un des problèmes de notre système qui fait que on risque de continuer à perpétuer un système qui a fait très mal au Sénégal pendant 57 ans. On remet les mêmes. Si vous voyez la manière dont les coalitions se constituent au Sénégal, vous avez remarqué que ceux qui étaient autour de Abdoulaye Wade en 2000 pour faire tomber Abdou Diouf, c'est exactement les mêmes qui étaient autour de Macky Sall en 2012, c'est-à-dire 12 ans plus tard, pour faire tomber Abdoulaye Wade. À la seule différence que le PS est passé d'un camp à l'autre. Et maintenant, c'est à peu près la même chose qu'on veut nous amener encore pour faire partir Macky. Et après, l'un d'entre eux va revenir. Jusqu'à quand? Et c'est ça que nous ne voulons pas, nous. Et ces deux précisions faites, nous disons aussi que nous ne sommes pas fermés à des discussions ou à une coalition. Mais pas avec n'importe qui. Il faut que les gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes convictions, qui ont les mêmes ambitions pour le Sénégal puissent se retrouver autour de quelque chose. Et nous discutons avec des acteurs. Évidemment, même si la convergence parfaite n'existe pas, mais nous pensons qu'il y a plus de convergence que de divergence. Nous discutons avec beaucoup d'acteurs de la société civile comme des partis politiques pour aboutir, je crois, dans les 5 ou 10 jours à venir, à un groupe, à une coalition que nous présenterons aux Sénégalais. Qui portera le nom? Nous étions déjà dans un groupe qui s'appelait Coalition Sam Ligne Bok, mais qui va évoluer parce que d'autres éléments sont venus. Et à chaque fois qu'on ouvre les discussions, ça prend une autre tournure. Quand nous faisions Sam Ligne Bok, par exemple, mon frère et ami Yankouba Sagna de Bourabé n'était pas encore venu nous rejoindre. Et quand il vient également avec ses préoccupations. Des mouvements citoyens qui viennent, ils viennent avec leurs préoccupations. Si vous ouvrez la brèche pour discuter, par exemple, avec l'ACT d'Abdoul Mbaye, c'est une autre discussion qui est entamée. En fonction des gens avec qui vous discutez, chacun avait déjà son petit groupe et peut-être une appellation. Et on essaie de faire une jonction pour trouver une appellation qui convienne à tout le monde. Ousmane Sonko, vous êtes donc le leader du PASTEF. Alors, des coalitions également sont en train de naître, telles que la coalition qui regroupe Wade, Idi, Pape Diop, une coalition qui s'appelle Manko Tahaou Sénégal. Que vous inspire justement cette coalition? Dans le fond, je ne me prononcerai pas sur cette coalition, par respect pour ceux qui y sont, et parce qu'on est tous dans l'opposition. Ce n'est pas mes adversaires. J'avoue avoir été longtemps sollicité pour faire partie de cette coalition et nous avons refusé, nous, parce que nous ne considérons pas que nous avons suffisamment de convergence avec ceux qui la constituent. Je respecte maintenant leur groupe et je pense que si au sein de l'opposition on se retrouve avec 2 grands blocs, c'est déjà très bon, à mon humble avis. Dans le fond, donc, je n'ai pas apprécié, par respect, je dis, pour le groupe, que voilà. Maintenant, dans la forme, j'ai une critique à formuler par rapport à l'utilisation de Manko. Manko Wattu Sénégal a été créé et j'en étais un des acteurs. Et les textes, nous les avions amendés nous-mêmes en exigeant un certain nombre de choses, particulièrement moi-même et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Et nous avions tous considéré, exigé que Manko n'est pas une coalition politique. N'est pas une coalition politique. Et dans le texte fondateur, on a même mis une phrase en disant chaque entité politique garde toute sa liberté pour faire ses alliances et ses coalitions électorales. Il y avait 3 points qui justifiaient l'existence de Manko. 1. Se battre pour que toute la lumière soit faite sur la gestion des ressources naturelles. Deuxièmement, superviser ensemble un bon déroulement du processus préélectoral, notamment les inscriptions. Et troisièmement, se battre pour
la préservation des libertés et des droits publics. Parce qu'on s'était rendu compte que ces derniers étaient largement bafoués par le régime de Macky Sall. C'était les 3 raisons qui fondaient l'existence de Manko. Alors, puisqu'on avait dit que chacun garde sa liberté, si certains, nous on a été les premiers à faire une coalition, on n'a pas pris le nom de Manko. On est allé trouver un autre nom. Donc eux, s'ils voulaient faire une coalition, ils ne devaient pas utiliser le nom de Manko, et comme s'ils engageaient tout le monde, alors que sur les plus de 50 organisations qui étaient dans Manko, il y en a 6 ou 7 qui sont allés dans cette coalition-là. Je considère que ce n'est pas honnête de travailler de cette manière-là. Et ça comporte d'ailleurs beaucoup de critiques qui étaient formulées à notre endroit quand les gens nous ont vus à côté de certains leaders politiques, en disant que c'est des gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. Si on ne peut pas avoir confiance, ne serait-ce que sur des questions élémentaires de respecter les engagements sur une dénomination, comment voulez-vous que nous fassions confiance à ces gens-là pour aller en coalition politique? Je ne pense pas que ce soit possible. Ousmane Sonko, alors dans justement cette structure que vous avez mise en place, le Manko pour Sénégal, vous aviez soulevé en tout cas des inquiétudes par rapport à la présence à la tête du ministère de l'Intérieur de Abdoulaye Daouda Diallo. Est-ce que vous êtes favorable, vous, en tant que PASTEF et en tant que leader justement d'une coalition qui est en train de naître, à ce que Abdoulaye justement puisse organiser ces élections à venir? Oui, vous savez, ces débats-là auraient dû être dépassés au Sénégal. Vraiment, on a des reculs extraordinaires avec le président Macky Sall. Je crois que comme dans tous les pays du monde, on doit avoir désormais des structures dédiées aux élections et des structures tout à fait autonomes pour rassurer tous les acteurs. Nous convenons tous qu'il est très difficile d'être jugé parti. Et surtout quand les enjeux, c'est in fine un gain électoral. La conquête ou la préservation du pouvoir. Nous considérons que le meilleur format, la meilleure formule pour une élection, c'est qu'on ait un organe dédié. Et ça, c'est des engagements que ceux qui sont là aujourd'hui prenaient quand ils étaient il y a 5 ans en arrière dans l'opposition pour dire combien les hommes politiques de ce pays sont volatiles et malhonnêtes quelquefois. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils changent complètement. Mais évidemment, nous sommes à l'aise pour poser ces préoccupations-là. Mais certains ne le sont pas, parce que quand ils étaient là eux-mêmes, évidemment, ils refusaient, ils faisaient la même chose. C'est ça qui rend les choses extrêmement... Je l'ai dit une fois à quelqu'un qui disait, quand on a décidé d'organiser la fameuse marche du 14 octobre avec Manko, quelqu'un qui disait, qui faisait une sortie pour dire, dans tous les cas, nous allons aller vers la place Washington, etc. J'ai dit, mais vous êtes mal placé pour le dire, parce que l'arrêté Ngom, c'est vous qui l'aviez signé. Vous voyez combien c'est pourquoi les gens doivent apprendre à être constants et à privilégier les principes. Mais nos hommes politiques nous apprennent à changer de signe comme ils changent de position. C'est vrai en mathématiques, mais ça ne doit pas être vrai dans la vie tout court. Et à chaque fois, selon qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, on voit n'importe quoi. Donc la meilleure formule pour moi, c'est qu'Abdoulaye Daouda Diallo, qui est un collègue que je connais, et à qui je ne fais pas confiance personnellement pour l'organisation d'élections. Je ne parle pas de la personne dans sa vie, mais vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections locales où il organisait et il était candidat dans sa commune. Je ne lui fais pas confiance pour l'organisation de ces élections. Mais ça ne doit pas être aussi une fixation absolue, parce que nous considérons que si l'opposition avait pu être totalement présente de bout en bout du processus, en amont lors des inscriptions, la supervision, la délivrance des cartes nationales d'identité, ainsi de suite, le jour de l'élection, si on est présent dans tout ce processus-là, à mon humble avis, ce sera très difficile pour Abdoulaye Daouda Diallo et son équipe de manœuvrer. Maintenant, nous avons des inquiétudes, par exemple par rapport à la nouvelle carte d'identité biométrique. Personne, aucun Sénégalais ne sait de quoi il s'agit. Moi, j'en ai vu, mais il n'y a même pas l'affiliation sur cette carte d'identité. On dit que l'affiliation est dans la puce. Moi, je ne peux pas voir la puce, vous ne pouvez pas la voir. Ça veut dire qu'il va falloir avoir 14 000 décodeurs dans 14 000 bureaux de vote à travers le Sénégal. Dans certains bureaux de vote, il n'y aura même pas de courant. Voilà, et ça veut dire que le Sénégalais peut sortir d'ici, aller voter là-bas, et ainsi de suite. Moi, j'ai des préoccupations et je ne sais pas qu'est-ce qui justifie l'empressement de ce pouvoir
à aller vers ces nouvelles cartes d'identité, parce que nous sommes, je crois, le deuxième pays de la CEDEAO qui le fait, à aller vers l'instauration de ces cartes d'identité-là, alors qu'on était à quelques encablures des élections. Et d'autant qu'on avait un fichier réputé fiable qui nous a permis d'aboutir à une alternance en 2012. Pourquoi ne fallait-il pas simplement faire une révision exceptionnelle pour permettre aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans entre-temps de s'inscrire, aller aux élections avec ce fichier-là, et maintenant se donner le temps, tranquillement, d'intégrer le processus CEDEAO, que même la CEDEAO ne maîtrise pas pour le moment, a fortiori nos États. Ousmane Sonko, vous l'aviez évoqué un tout petit peu, c'est l'affaire justement qui défraie la chronique aujourd'hui, l'affaire Thierno Alassane Sall, qui a justement, d'aucuns disent qu'il a démissionné, d'aucuns disent qu'il a été justement remercié par le chef de l'État sur une affaire de signature. Votre appréciation sur la question précise? Oui, vous savez, la communication du palais a l'habitude d'essayer de brouiller les pistes. Que Thierno Alassane Sall ait démissionné ou qu'il ait été démis, ce n'est pas le plus important. Moi, je préfère utiliser « il a quitté le gouvernement ». Ce qui est important, c'est pourquoi il a quitté. Et malheureusement, on a tendance à orienter les Sénégalais vers de faux débats où on va dire « on l'a démis, non, c'est lui qui a démissionné ». Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi il a quitté. Et ça rejoint une préoccupation qui est la nôtre depuis 2 ou 3 ans, parce que nous avons vraiment porté ce débat-là. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur la question. J'ai édité un livre qui, en principe, doit même sortir cette semaine sur le pétrole et le gaz du Sénégal, pour édifier les Sénégalais sur la profondeur des scandales qu'il y a dans la gestion de nos ressources naturelles de manière générale. Cette fois-ci, je l'ai limité au pétrole, mais il y a ce qui se passe avec les zircons, ce qui se passe avec les mines, l'or, le fer, ainsi de suite. Ce qui se passe avec nos ressources halieutiques, le poisson. C'est une nébuleuse que les Sénégalais sont loin, dont les Sénégalais sont loin d'imaginer la profondeur. Et ce qu'on en a appris pour le moment, c'est qu'il serait parti parce que simplement, il n'accepte pas qu'on lui fasse signer des choses pour que Total revienne. Ça nous ramène simplement à ce qu'on a toujours dit, que le président Macky Sall est en train de livrer le Sénégal poings et pieds liés à l'étranger, avec la France en priorité, mais ce n'est pas seulement la France. Aujourd'hui, plus de 80% de notre économie est détenue par les étrangers. Aucun pays n'émergera dans ces conditions-là. Quand vous dites que vous avez fait 7% de taux de croissance, soyez sûr que les 5% sont sortis du pays, parce que les entreprises qui les ont constituées ne sont pas sénégalaises. Et elles ne payent même pas d'impôts parce que généralement elles sont exonérées par l'État du Sénégal, ce qui est une catastrophe. C'est ce qu'on retrouve dans le pétrole. Et pourtant, Total s'était totalement retiré du pétrole sénégalais. L'entreprise française a été l'une des premières depuis 1952, qui s'appelait avant Coptea, à faire de la prospection pétrolière au Sénégal. Et vers les années 77, elle s'est retirée en disant qu'elle a investi des centaines et centaines de francs français en ce moment, de millions de francs français, et qu'il n'y a rien à trouver. Le Sénégal a continué avec d'autres jusqu'à ce qu'on ait découvert des réserves de gaz et de pétrole, qui ont été gérées d'ailleurs de manière catastrophique avec l'entreprise Petrotim et Timis. Et par la suite, Total a repris de l'appétit et a voulu revenir. Et j'ai été scandalisé, moi, surpris de voir le président Macky Sall se rendre à Paris et lui-même être l'avocat de Total. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où lui-même, il se faisait l'avocat de Total. Et quand il a annoncé là-bas que Total allait être bénéficiaire de blocs pétroliers au Sénégal, j'ai dit, mais tiens, il faudrait bien qu'on surveille. Parce que je savais que sur les 18 blocs du Sénégal, les 14 avaient déjà été attribués. Et les 14 les plus prometteurs, parce qu'au Sénégal, c'est les blocs offshore pour le moment, ceux qui sont en mer qui sont prometteurs. En onshore, on n'a que le bloc de Thiès, notamment à Gadiaga et à Diender, où on a découvert du gaz et qu'on a donné dans des conditions aussi très critiquables à l'entreprise américaine Forteza. J'ai dit, il faut voir les développements, parce que cette affaire-là va finir par un scandale. Et j'ai été surpris dernièrement d'apprendre que, évidemment, ils donnent les blocs, le bloc de Rufisque Offshore à Total.
Ce bloc avait été attribué préalablement à une entreprise qui appartient encore à cet aventurier qui s'appelle Franck Timis, qui est venu au Sénégal se promener pour dire qu'il dépose des plaintes contre des Sénégalais, dont moi-même. Plainte qu'on n'a jamais reçue, en tout cas je ne l'ai pas encore reçue moi. Et on lui avait donné en 2011, et c'était le régime de Abdoulaye Wade d'ailleurs, à travers une de ces entreprises qui s'appelle African Petroleum, 2 blocs, dont le bloc de Rufisque. Et l'année dernière, quand on a acculé le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez suivi, le point de presse. À un moment donné, on l'a acculé, ils ont été obligés de sortir pour faire un point de presse. Si vous avez bien suivi le point de presse, le Premier ministre avait dit que parmi les 14 blocs qui étaient déjà attribués, il y en avait 2 permis qui ont été retirés, 3 permis qui ont été retirés parce que les titulaires n'avaient pas respecté leur engagement. Et il avait cité parmi ces blocs-là le bloc de Rufisque Offshore. Évidemment, c'est ce bloc qui est attribué à Total, et le même jour, le soir, African Petroleum sort un communiqué pour dire qu'il conteste, qu'il va attaquer l'État du Sénégal parce que l'État du Sénégal n'a jamais retiré le permis, parce qu'il y a une procédure prévue par le Code pétrolier pour le retrait des permis. C'est vous dire l'amateurisme qu'il y a dans cette affaire-là. Et quelqu'un comme Thierno Alassane Sall, que je ne connais pas personnellement, on a des amis peut-être communs qui me parlent beaucoup de lui, et peut-être vice-versa. J'ai toujours dit que c'est l'un des rares, et peut-être la seule exception dans la galaxie marron et beige, dans le gouvernement de Macky Sall. Je l'ai dit l'année dernière, je l'ai redit quand je suis allé à l'Assemblée nationale pour écouter le simulacre de séance qu'il y avait avec les députés. Dans nos émissions, des cadres de notre parti ont eu à participer à des débats avec lui, qui représentait son parti, et on lui a dit les yeux dans les yeux en lui disant que nous considérons que c'est l'un des rares ministres qui soit à la fois compétent et intègre, et que nous pensons qu'il n'a pas sa place là-bas, que ça ne va pas bien finir. Et l'histoire nous a donné raison, parce que quand vous avez ces valeurs, vous ne pouvez pas rester dans des gouvernements comme celui de Macky Sall. Je rappelle que vous suivez à ZFM votre émission Interface. Manon Vito Sonko est du côté des opérations techniques. Nous le remercions. Ousmane Sonko, en tant que spécialiste dans le domaine de la fiscalité, comment jugez-vous que la politique fiscale du Sénégal, et que préconisez-vous, comment jugez-vous justement la politique fiscale du Sénégal, et que préconisez-vous pour justement entamer la pression, pour atténuer autant pour moi la pression aussi bien chez les entreprises que chez les particuliers au Sénégal? Vous savez, il n'y a pas de politique fiscale au Sénégal. Le Sénégal, il y a un tâtonnement total en matière de fiscalité. J'ai toujours eu l'habitude de dire que quand on dit qu'on a un budget de 33 200 milliards et que le gouvernement s'en glorifie, je dis que ces gens-là n'ont pas d'ambition. Parce qu'on a une capacité peut-être de 6 000 milliards ou de 7 000 milliards sur les ressources propres. Mais quand vous avez un système qui continue à mettre tout le poids des impôts sur le peuple, sur les gens qui sont les moins nantis, sur les gens qui sont les premières victimes du système fiscal, et qui met à l'abri les grandes entreprises, particulièrement les multinationales, qui gagnent des milliards ici en termes de marché public et qui ne payent pas d'impôts, vous ne pouvez pas me parler de politique fiscale. Et c'est ça qui se passe au Sénégal, malheureusement. Et à chaque fois que l'État a besoin d'argent, il crée des taxes sur le dos encore des petites populations. Hier, j'ai fait une marche à travers la ville, je suis allé dans les marchés, au port, à la gare routière, etc. Et j'ai écouté les gens. Et j'ai été touché par un commerçant qui est au marché du port, qui en était presque aux larmes en me disant que l'impôt est cher là. On nous met ça et ils viennent accompagnés du policier en me disant: si vous ne payez pas, on ferme le magasin tout de suite. Ils viennent avec le cadenas et tout, ainsi de suite. Comment un État peut continuer à mettre toute la pression sur ceux qui, à la limite, survivent, alors que les grandes entreprises, les multinationales, qui gagnent grassement des marchés à coût de milliards, payés par le contribuable sénégalais, ne payent pas l'impôt? Ça, c'est pas un système fiscal. Vous avez vu récemment sur la loi de finances 2017, ils ont mis encore des taxes. Une taxe sur le ciment. Mais qui paye le ciment aujourd'hui? C'est les petits gourgourous qui veulent construire. Eux, ils ne ressentent pas ça. Eux, ils prennent des milliards dans les caisses de l'État, ils construisent des immeubles R+, tout ce que vous voulez. Si
La tonne de ciment, si on augmente le prix de la tonne et donc répercussion sur le sac, et ils ne le sentent pas. Ils mettent une taxe sur l'arachide à l'exportation. Ils n'osent pas mettre une taxe sur l'or à l'exportation ou sur le pétrole à l'exportation. Mais c'est le petit paysan qui peut produire son arachide qui va sentir ça, parce que celui qui vient l'acheter, et particulièrement ceux qui exportent dans ce pays-là, c'est qui? C'est les Indiens qui viennent acheter l'arachide, les Vietnamiens, ainsi de suite. Eux, ils ne vont pas accepter de supporter cette taxe. Ils vont répercuter ça dans le prix, et c'est le producteur qui va ressentir ça. Et pendant ce temps, on est dans cette situation-là. Même eux, les grands gagnants du système, les hommes politiques, même eux ne payent pas l'impôt, ni sur leur domicile, ni sur leur... Généralement, les gens ne payent pas l'impôt. Et donc, c'est le citoyen lambda, même s'il ne le sent pas, parce que les gens doivent comprendre qu'il y a deux types d'impôts. Il y a l'impôt direct, où on vous envoie une fiche pour vous dire, vous devez payer tant, soit sur votre maison ou votre boutique, ou ici, quand vous percevez vos salaires, on vous fait une retourne à la source. Ça, c'est l'impôt direct, vous le sentez. Mais il y a l'impôt indirect, c'est pourquoi on dit que c'est un impôt indolore. Ça, tous les Sénégalais le payent cet impôt. Quand vous achetez une carte de recharge, une carte de crédit, Orange, 1000 francs, sachez qu'il y a 18% de TVA là-dessus. Quand vous achetez de l'huile, il y a 18% de TVA. Même une boîte d'allumettes, il y a de la TVA. Et c'est pourquoi le prix est cher. Parce que si vous enleviez les taxes, c'est moins cher. Si vous prenez l'essence que vous achetez à la station, c'est constitué à plus de 50% de taxes. Donc tous les Sénégalais, le petit Sénégalais, la ménagère qui est ici, qui vend jusqu'au soir et puis va à la boutique pour acheter de quoi faire son dîner, évidemment, elle paye des taxes. Et c'est ces Sénégalais-là qui supportent, quand on parle de 3 000 milliards, les entreprises dans ce pays ne supportent même pas 250 milliards. Tout le reste, c'est le peuple qui paye sans le savoir. Et pendant ce temps, l'État continue à laisser passer les gros poissons qui ne payent pas d'impôts. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de système fiscal, on n'a pas de justice fiscale. Or, la fiscalité, elle n'est légale et légitime que lorsqu'elle est juste. Lorsque on demande à chaque Sénégalais, à chaque entreprise de contribuer, mais de contribuer selon sa capacité contributive. S'il n'y a pas ça, elle n'est plus légitime. Nous restons dans ce secteur, Ousmane Sonko. Il y a une guerre justement dans la collecte des impôts entre l'État central et l'État décentralisé à travers les collectivités locales. Il y a-t-il lieu justement de s'emballer par rapport à cette question quand on sait que rien que la commune de Ziguinchor par rapport à l'amnistie fiscale décrétée par le président avec justement son désir de donner un nouveau souffle au tourisme, la commune de Ziguinchor à elle seule, d'après justement un spécialiste, perd plus de 400 millions par année. Oui, d'abord l'amnistie fiscale. Vous savez, un président de la République n'a pas le droit de décréter une amnistie fiscale. Il y a tellement de violations de la règle de droit dans ce pays-là. Là, c'est la Constitution, l'article 67, qui dit que la fiscalité est du domaine du législatif. Seuls les députés peuvent voter pour créer des taxes ou voter pour enlever des taxes. Le président de la République n'a pas cette prérogative-là. Mais depuis quelque temps, nous voyons que le président de la République prend des... Pire encore, puisqu'on n'a pas d'Assemblée nationale, on a des députés qui majoritairement, il y a peut-être quelques éléments qui savent de quoi il s'agit, mais majoritairement, ils ne savent même pas ce qu'est un député, ils ne savent pas lire une loi de finances, ils ne savent pas ce que c'est que la fiscalité, ils votent systématiquement tout ce qu'on leur ramène. Vous voyez des députés, on vient leur proposer la modification d'un article du code pour autoriser le ministre des Finances à faire des annulations d'impôts pour des entreprises. Et ils votent. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont voté. Et vous avez entendu que le syndicat des impôts, il y a 2 ans, a soulevé ce débat-là en disant qu'en moins de 6 mois, il y a plus de 54 milliards qui ont été annulés par le ministre des Finances sur des entreprises qui étaient largement solvables, qui font des milliards de bénéfices par année. Par exemple, des entreprises de télécom, qui sont les seules qui font plus de 100 milliards de bénéfices dans ce pays-là. C'est inadmissible. Et donc, ça c'est le premier point. Ensuite, le second point que vous avez soulevé, vous savez, on n'a pas encore de décentralisation au Sénégal. Parce que le seul élément important dans une décentralisation, c'est la viabilité financière des collectivités locales. Le transfert des compétences, c'est bon, mais si vous transférez des compétences, vous ne transférez pas les moyens qui doivent aller avec. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, les populations font un mauvais procès aux maires. Les maires, aucun maire d'ailleurs, les maires n'ont pas les moyens
de leur politique. Parce que l'État central ne veut rien lâcher en termes de fiscalité. Je vous donne des exemples très simples. En termes de fonds de dotation, le Mali est à 12% de transfert de fonds de dotation sur la TVA collectée. Le Maroc est à 20%. Le Sénégal est à 4%. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 4% à répartir entre autant de collectivités locales? Les régions, on en avait 12, on les a supprimées pour faire 45 départements, plus 555 municipalités, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 4% de transfert de dotation? Et c'est ça le fond du problème. Maintenant, c'est parce que les politiques que nous avons, c'est les présidents de la République. Pour eux, les vrais adversaires politiques, ceux qui peuvent leur faire de l'ombre, c'est à partir des municipalités qu'ils vont sortir. La municipalité de Dakar, il fallait la casser. Je ne suis pas avec le maire de Dakar, on n'a aucun rapport politique, mais dans leur entendement, il fallait casser la municipalité. Donc on fait une réforme pour casser, et même les maigres recettes, on dit maintenant ce n'est plus la ville de Dakar qui gère, mais c'est les petites municipalités. C'est la même chose pour toutes les autres municipalités qui étaient plus ou moins grandes, avec 3 ou 4 communes, c'est Rufisque, c'est Thiès, etc. A fortiori maintenant des municipalités comme Ziguinchor. Vous ne pouvez rien faire de sérieux. Et il faut qu'on déconnecte ces questions-là si on veut aller vers une vraie démocratie. Ici, au Sénégal, si vous êtes maire et vous n'êtes pas avec le pouvoir, vous ne pouvez rien faire. Et tous les régimes l'ont fait. Ceux qui en sont victimes aujourd'hui l'ont fait quand eux, ils étaient au pouvoir. Et ça, il faut que ça s'arrête. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez au Maroc, etc. Indépendamment de votre coloration politique, si vous êtes maire, vous avez des moyens autonomes pour travailler. Vous avez une administration avec vous, y compris une administration fiscale. Vous avez votre budget, vous avez vos impôts, vous avez la possibilité de lever des fonds, ainsi de suite. Mais ici, j'ai été sidéré d'ailleurs lorsque un jour j'ai entendu un maire, je ne sais pas si c'était Simbandi Balant ou quelque part, je ne sais pas, je l'ai entendu à la radio, il dit, oui, je rejoins le pouvoir avec toute mon équipe parce que j'ai vu que les autres maires qui sont avec le pouvoir, ils ont reçu de l'argent et nous, on ne reçoit pas. Et vous voulez nous parler de décentralisation, ce n'est pas une décentralisation. On s'en sert comme moyen de chantage et de pression sur les maires pour leur dire, venez avec nous, sinon, vous ne pourrez rien faire et les populations, malheureusement, ne comprennent pas ce qui se passe. Et partant, nous nous considérons, en tout cas dans notre programme, nous avons un vrai projet, une vraie réforme pour la décentralisation, avec de vraies collectivités locales. Il faut en finir avec ces multitudes de municipalités qui ne représentent rien, qui ne peuvent rien faire. Pour moi, il faut revenir à 3 ou 4 ou 5 grands blocs, grandes régions, mais dotés d'autonomie, avec des autorités fortes, qu'on les appelle gouverneurs comme aux États-Unis ou je ne sais quoi, mais qui soient quand même de vraies autorités. Et l'État central va s'occuper maintenant des questions transversales. Diplomatie, défense nationale, etc., etc. Mais ne pas être là à vouloir gérer les petites... Comment vous pouvez être à Dakar dans un bureau climatisé et dire que vous allez régler un problème de Yamotoy? C'est pas possible. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est du trompe-l'œil. Tout ce qu'ils font, acte 3 ou je ne sais quoi, c'est d'ailleurs l'une des pires réformes qu'on ait jamais vécues dans ce pays. Ousmane Sonko, nous revenons dans la région de Ziguinchor pour un peu apprécier justement le processus de paix en Casamance. Vous êtes justement imprégné de ce qui est en train de se faire, de se passer avec le groupe de réflexion dirigé par l'ancien ministre d'État du Sénégal, Robert Sagna en l'occurrence. Également, cette problématique des populations que le PPDC devrait prendre en charge. Toujours les populations sont à l'attente justement des réalisations promises par le gouvernement de Macky Sall. Bon, je commence par la deuxième question parce qu'elle me semble plus simple et moins délicate. Vous savez, il faut que les gens arrêtent de s'amuser avec les populations, surtout les populations des périphéries. Je l'ai dit l'année dernière, ici même ou dans un autre studio de Ziguinchor, je suis déçu quand je vois que ce qu'ils ont appelé le programme pôle de développement régional avec comme phase expérimentale la Casamance, pour toute la Casamance naturelle, on nous parle de 23 milliards. 20 milliards financés par la Banque mondiale et 3 milliards de l'État. Là où, rien que pour un train de 40 km, on vous met 700 milliards. Ce n'est pas respecter les gens. Alors qu'ici, on a encore ces problèmes-là pour venir par la route. Je suis venu avec une délégation qui a passé plus de 6 heures de temps pour venir. C'est vrai qu'on est en train de faire le pont, mais j'ai dit que
il faut qu'on se respecte. Quand vous voyez la situation de la région de Ziguinchor, moi j'ai mal. Pendant ce temps, on met des milliards et des milliards pour construire des villes nouvelles, là où on en avait besoin. Si vous voulez construire une ville nouvelle, pourquoi vous ne venez pas la faire en Casamance, ou à Diourbel, ou à Kaolack, ou ailleurs? Partout dans le monde, c'est comme ça. En Brésil, quand ils ont voulu faire Sao Paulo, ils ont fait 200 km. Au Maroc, ils ont fait 95 km pour aller faire Rabat. Mais vous venez à Diamniadio, qui est dans la presqu'île du Cap-Vert, vous dites que vous investissez des centaines de milliards, vous prenez le poumon vert de Dakar, là où les gens faisaient du maraîchage, pour dire que vous mettez des immeubles. C'est quelle ville nouvelle cela? Donc, moi je ne crois pas à cela. Et ce n'est pas spécifique à la Casamance. Allez à Kédougou, allez à Bakel, allez même à Matam, allez. Toutes les régions périphériques du Sénégal sont complètement laissées pour compte, abandonnées, et vous y retrouvez des statistiques de 2004, les rapports de l'ANSD, les dernières statistiques de 2014, le recensement. Une région comme la région de Ziguinchor, j'ai été frappé par un contraste. Plus haut taux d'alphabétisation, plus haut taux de pauvreté. J'ai été frappé par ce contraste-là. Je pense que ça, c'est des promesses qu'on fait en l'air. Il n'y a jamais eu de volonté de faire quelque chose de sérieux. Il faut que l'État comprenne que le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar ou à l'axe Dakar-Diourbel en passant par Thiès. Il faut que l'État comprenne qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse, que chaque population, que chaque État, que chaque population, que chaque région, que les gens qui y vivent puissent se sentir à l'aise là où ils vivent. Que tout le monde ne soit pas obligé d'aller s'agglutiner à Dakar dans des conditions extraordinaires, parce que là où vous vivez, vous ne pouvez pas vous épanouir. Ceci dit, pour la deuxième question que vous posez, nous suivons en tant que d'abord fils de la Casamance, mais en tant que Sénégalais, ayant des ambitions de diriger ce pays un jour, nous suivons ce dossier de très près. Ce que nous notons, c'est qu'il y a une accalmie. Nous avons grandi ici, et nous savons que les situations que nous avons vécues, nous, quand on était encore ici, au collège, au lycée, etc., ce n'est pas la situation qui prévaut. Est-ce que accalmie veut dire paix définitive? Je ne le pense pas, personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en termes de tractation, parce qu'il n'y a aucune communication sérieuse. Apparemment, on continue avec les mêmes méthodes en enfermant la chose entre des mouchés Casamance et l'État. Mais nous souhaitons pour la région qu'on arrive à une paix le plus rapidement possible. Et pour cela, je pense qu'il faut que l'État ait des interlocuteurs, un interlocuteur. Donc le préalable, c'est que nos parents, nos papas, nos frères qui sont de l'autre côté puissent se retrouver, puissent discuter, puissent parler d'une voix commune, pour qu'on ne se retrouve pas avec une discussion où on a dit on a trouvé une solution avec tel et l'autre dit je ne me sens pas concerné. Je ne sais pas si cela est en train d'être fait, je n'ai pas d'informations. Mais je pense que si tout le monde est sincère et honnête, nous devons pouvoir trouver une solution. Mais la solution doit tenir en compte quelque chose d'important. Beaucoup de raisons qui avaient justifié que certains se soient sentis suffisamment frustrés pour aller entamer cette lutte-là. Je crois qu'il faut des solutions de fond, un traitement de fond en profondeur pour que aussi cela cesse. Et malheureusement, quand vous voyez ce qui se passe où l'État continue à négliger les régions périphériques, je ne crois pas que ce travail est en train d'être fait. Vous avez vu que récemment, il y a un mois, il y a eu quasiment des émeutes à Kédougou, où on extrait des milliards et des milliards en or chaque année, et pourtant les Péruviens meurent de faim, ne mangent pas correctement, n'accèdent pas au travail ou à la santé. Ces questions-là de justice sociale, de traitement égalitaire de toutes les populations du Sénégal, si un État ne prend pas en charge ces questions-là, selon les moyens dont les gens disposent, il y aura toujours une façon de l'exprimer par des populations qui peut aller jusqu'à l'extrême, malheureusement. Voilà, il y a eu justement au cours de ces derniers mois des catastrophes qui se sont abattues au Sénégal. L'incendie à Dakar, à Médida Gounas, également la pirogue qui a chaviré dans le Foundiougne, les accidents de la circulation. Pour 3 mois, il y a eu plus de 200 morts à noter au niveau central. Un commentaire par rapport à tout cela? Je ne voudrais pas être parmi ces Sénégalais fatalistes qui renvoient tout à la volonté divine. Je crois que
ce qui se passe dans ce pays, on n'a pas suffisamment tiré de leçons de la catastrophe dans laquelle nous, Casamançais, on a perdu énormément. Chacun de nous a perdu des amis d'enfance, des frères, des sœurs, c'est-à-dire les Diola. Je vous rappelle que le président de la République de l'époque avait, dans son discours, appelé à l'introspection. Mais si on regarde ce qui se passe quotidiennement au Sénégal, on n'est pas surpris qu'il y ait des catastrophes tous les jours. Regardez ce qui se passe. À Dakar, par exemple, vous voyez encore toujours des cars rapides ou des cars Ndiaganiaï, mais surchargés jusque sur le toit. Quand il y a des événements religieux, vous voyez des camions surbondés, des trucs. Et ça passe comme lettre à la poste, à la police, à la gendarmerie, partout. Il y a une indiscipline vraiment extraordinaire de nous autres Sénégalais qui fait que il ne faut pas être surpris que des catastrophes. Quand on vous dit qu'il y a un incendie dans un marché, c'est parce que des gens ont fait des raccordements clandestins pour accéder à l'électricité eux-mêmes, sans même appeler un électricien. Ça, Dieu n'a rien à voir avec ça. Il faut que les Sénégalais, en tout cas, à mon humble avis, se ressaisissent. Sinon, on n'est pas encore à l'abri de ce genre de catastrophe. Après, il y a la responsabilité peut-être de l'État qui va intervenir, parce qu'il y a une réglementation pour chaque chose. Mais la réglementation n'est pas appliquée. Je donne un exemple, on dit pour rouler en scooter, en moto ou je ne sais quoi, il faut un casque. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce pays, chaque fois que vous corsez une législation, c'est pour enrichir des fonctionnaires. C'est-à-dire, certains, pas tous, mais certains policiers, pour non-port de casque, au lieu d'appliquer la réglementation, d'avertir, de retirer ou de mettre en fourrière, ils préfèrent prendre 500 ou je ne sais pas quoi. Et après le gars, quelques mètres plus tard, il y a un accident, il se fracture le crâne, et il est passé 10 minutes plus tard à côté d'un policier qui l'a arrêté et qui l'a laissé passer. Donc c'est autant de choses qu'il faut revoir. Il y a une responsabilité généralisée et partagée, mais quand on voit qu'à tous les niveaux, à toutes les échelles, chacun y va comme il veut, y compris les responsables étatiques, je ne pense pas que ceux qui doivent suivre des modèles aient suffisamment de modèles pour changer également. Et je dirais que ce qui fait la différence entre les peuples, c'est la discipline. Si vous avez l'habitude de voyager, vous allez en Asie, vous allez en Corée ou au Japon, vous comprenez pourquoi le Japon est devant nous. Parce que lui, même quand il se promène avec son chien, il a son petit sachet. Si le chien veut faire ses besoins, il étale le sachet pour qu'il fasse ce besoin là-bas, après il met à la poubelle. Mais ici, quelqu'un vient jusque devant votre maison, il laisse son chien faire ce qu'il doit faire et puis il continue tranquillement. Ça semble être de petits trucs, mais vous allez le retrouver même dans le comportement de cet Asiatique-là, quand il est en entreprise, quand il est chez lui, quand il prend des engagements, quand il a un rendez-vous. Et ces petits détails-là, vous les accumulez, c'est peut-être des milliards en termes de pertes économiques que nous subissons tous les jours. Ousmane Sonko, donc nous allons vous ouvrir une parenthèse pour en tout cas parler aux populations à travers justement les ondes de la radio Zik FM en Wolof sur votre ambition politique, en parlant justement de l'orientation que vous donnez pour ces élections législatives. waaw bon émission bi olof am na ci di nuyu waa Ziguinchor sama waa dëkk dañ fi ñëwoon déjà pour une tournée, peut-être c'est la 3e depuis que je suis en politique te dafa bëri diggante Ziguinchor Bignona Oussouye ñoo xam ne dañ doon réclamer ne peut-être ñu ngi ñuy dégg ñu ngi ñuy gis bëgg nañ li ñuy def mais xamuñu ñu malheureusement temps bi dafa gàtt lépp mënuñu koo def mais liñ fi nekk ci ñetti fan yi en tout cas lu bëri def nañ ko ci suñu dëkk la fii la ñu yaroo fii la ñu màggee fii la ñu jàngee defe naa baccalauréat moo ñu fi jëlee suñuy waajur fii la ñu nekk suñu kër fii la ne donc c'est toujours un plaisir de revenir ñëw ci dëkk bi recontacter ak ñi ñu xamanteel ñi ñu màggandool mais aussi comme léegi acteur politique lañu ñi ñu xamuloon sax fexe ba xamanteeg ñoom ñu ngi jublu ci élection législative yi bon defe naa li ñuy liggéey Sénégal ñëpp gis nañ ko waa Ziguinchor it jàpp naa ni ñëpp gis nañ ko wala ñu bëri ñi ëpp gis nañ ko élection yu am solo la parce que contrairement ak li ñi di wax assemblée nationale lu am solo la ci réew waaye soo fa deful député bu baax amul njëriñ li sénégalais xamul mooy assemblée nationale moo ëpp doole présidence de la république fii ci Sénégal
ku lire article 67 constitution nga xam ne moo séddale pouvoir bi les pouvoirs publics moo ko séddale diggante président de la république assemblée di nga gis ni li doole gi ñu jox assemblée nationale joxuñu ko président de la république ndax assemblée nationale la ñu ne yow yaay voté budget bi mooy xaalis bi nga xam ne mooy tënk ni ñuy doxee at bi yëpp bu at bi jeexee it yow yaay ñëwaat def loi de finance loi de règlement yaay vérifier ndax budget bi ni ñu ko waroon doxalee doxal nañ ko noonu assemblée nationale ñu ne ko loi yi loi ordinaire yi yow yaa leen di voté mooy tey ku bëggoon a suñu bëggoon a def dara ci code pénal wala ci code civil wala assemblée nationale moo koy voté assemblée nationale ñu ne ko yow yaay contrôler l' action gouvernementale mooy tey coow li ñuy wax ni yëpp ci pétrole bi ci zircon bi ci marché public yi su doon am nañu assemblée nationale Sénégal dañu waroon def li ñuy wax commission d' enquête parlementaire convoqué ñi ci bokk ñëpp déglu leen def benn rapport barki démb Burkina Faso bi def nañu commission d' enquête parlementaire ci seen miin ba bind ne Franck Timis gouvernement Burkina Faso na nangu permis bi ñu ko joxoon ba pare nañ ko poursuivre en justice loolu mooy assemblée nationale loolooy rëlam ci réew mi donc assemblée nationale doole gu bëri la am mais tant que sénégalais yi ñi ngi jël assemblée nationale jël ki nga xam ne moo yor réew mi jox ko majorité absolue ci assemblée nationale du mës a def li muy def li mu war a def parce que ñoo bokk parti ñoo bokk te ñoom lépp jàpp nañ ni séddoo la lu ñu ne jóge na ci président ñu ne way applaudissez ñëpp tàccu moo tax élection yi ñi jóg dëgmal li sénégalais yi war a xam mooy comme ci diggante bi ay acteurs politiques yu wuute yu différent ak liñ fi xamoon feeñ nañ fi beneen façon politique feeñ na fi nañu tànn ñoo xam ne tey suñu demoon assemblée nationale léegi ñoom sénégalais kenn ku ne fi nga toog di nga xam lu ñu yore réew mi parce que loolu mooy rôle assemblée nationale. contrôler sanctionner empêcher bañ ñu egg ci loo xam day yàqu mais da ngay gis Sénégal président day jóg ne damay yónni ay soldats feneen mais yoon dafa ne président amul sañ-sañu envoyé suñuy soldats ci biti lu dul yónni na premier ministre mu dem assemblée nationale ba assemblée nationale voté d' accord ni ñoom na dem mais da ngay jóg rek président ne la damay envoyé ay soldats au Yémen wala yu demee noonu contrat pétrolier yi ngay dégg ak leneen ak leneen moo tax loolu la Sénégalais yi war a xam bàyyi di topp ci xaalis ak yu kenn xamul la ñooñu di ñëw di leen jox xaalis naa leen woteel ma na ngeen xam ni seen xaalis lañ leen di jox impôt gi ngeen di fay ñu dugal ko ci keesu réew mi mu waroon tabax suñu hôpitaux yi waroon tabax suñu écoles yi waroon jox ndaw ñi liggéey ñoom la ñuy jël détourné ko ku nekk denc ay milliards ci ay comptes étrangers seeni doom ñoom ñëpp ña nga ay Canada ay Amérique ñoom ñu ñëw toog fii génn ay 2500 di ko joxaat population bi pour ñu woteel leen mais damaa bëgg a liggéeyal réew mi damaa bëgg joxe sama doole sama lépp pour réew mi baax loolu jarul nga ci jox nit xaalis ku ñëw di la jox xaalis pour nga fal ko dafa fekk am na leen lu ci ne moom investissement lay def loolu rek waroon na yee Sénégalais yi doo dem Italie fekk ko fa doo dem France fekk ko fa doo dem Espagne fekk ko Amérique nga xam ne kii Barack Obama ñemewul dem Harlem ne les jeunes noirs $100 a ngi nii woteel ma kon kaso lay jëm ñun ñu ngi ndóol ba xamuñu fu ñu ne population yi continue di topp ci ay hommes politiques yoo xam ne amuñu discours amuñu xam-xam amuñu yéene ci réew mi kenn ku ne balaa ngay egg ci pouvoir car rapide da nga doon am problème billet car rapide ku ci def 2 ans 3 ans ci pouvoir di la tabaxal ay gratte-ciel di wër naan day distribuer de l'argent na nit ñi yeewu ñun appel boobu la ñuy lancer aux populations de Ziguinchor parce que yéeg nañ ñu bëri dañu naan feebar bi amoon feneen ak feneen egsi na Ziguinchor moom gars yi léegi xaalis rek koo joxewul xaalis du la woteel wala léegi lii nañu xam ni ki la andil 2500 wala 5000 réglé wul sa problème boo duggee boutique boo si jëndee ñaari kilo ceeb diwlin boo moytul doo ci am sax suukar nga jox ko mandat 5 ans wala 7 ans mu dem toog def lu ko neex te mënoo ci dara kon nañu yeewu daal di fal ay patriote ay nit ñu jub ñu bëgg seen réew ay nit ñoo xam ne soxlawuñu dara ci politique bi ñu bëgg a liggéey ngir Sénégal rattraper retardam ñëpp bàyyi nañu ñëpp ñu rattraper retard boobu ñu tànn ñooñu essayer au moins changement dëgg pour une fois
bañ rek di jël les mêmes acteurs du système di changer ñun loolu mooy suñu appel par rapport ak élection législative. Voilà donc merci en tout cas Ousmane Sonko d'avoir répondu à l'invitation de la radio Zik FM. Votre dernier mot? Oui, dernier mot, c'est d'abord vous remercier de vraiment cette tribune qui nous a été offerte pour échanger avec toutes les populations de la Casamance. Dire que nous comptons beaucoup sur la Casamance. J'ai tendance à dire que si la Casamance nous soutient, tout le reste sera facile. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Nous sommes un jeune parti. Nous avons traversé des moments de turbulence. C'est pas toujours facile de se déplacer, de venir. Et en tant que leader politique, lorsque nous commencions, notre ambition, c'était d'être un parti national, d'éviter qu'on nous enferme simplement à la Casamance, relever le défi que peut-être beaucoup de nos aînés n'avaient pas réussi, parce que notre ambition, nous, c'est d'être président de la République. Et pour ça, il faut s'implanter et être fort partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vraiment présenter toutes nos excuses à beaucoup de nos parents, nos militants, nos sympathisants qui souvent s'impatientent, mais pour leur dire que nous avons 557 municipalités à parcourir, nous avons 45 départements à faire, nous avons la diaspora qui nous soutient et qui aime beaucoup ce que nous faisons, qu'il faut aller faire, ainsi de suite. Cela justifie plus les contraintes personnelles parce que nous ne vivons pas, nous, de la politique, nous avons aussi notre travail. C'est ça qui rend difficile souvent la présence sur le terrain. J'en appelle à la compréhension de tout un chacun, mais comprendre que nous sommes toujours, nous suivons toujours de très près. Nous avons notre coordination départementale ici qui fait un bon travail coordonné par l'équipe de Doudou Diémé. Nous avons implanté des cellules à travers presque tous les quartiers de Ziguinchor. Nous continuons ce travail tranquillement, comme nous le faisons sur Bignona, sur Oussouye, en espérant que les Casamançais comprendront le sens de notre discours et surtout de notre combat et nous accorderons leur confiance. Merci. Merci beaucoup Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF Les Patriotes. Merci à Manon Vito Sonko qui était aux opérations techniques. Merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. C'était votre émission Interface. La rediffusion, c'est ce mardi à partir de 22h30. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de Zik FM.